Bon après-midi, Mesdames, Messieurs. Ce matin, on avait conseil de gouvernement où on a fait le point de la situation du Covid-19 ici à Luxembourg. Nous estimons que la confiance existe, la confiance est importante et qu'il faut continuer de faire confiance aux personnes. On ne peut pas dire d'un coup que la confiance n'est plus importante, mais les chiffres nous disent qu'il y a une évolution dans ce pays dans le cadre du Covid-19. Aujourd'hui, 5 960 tests ont été faits, 46 sont positifs, 2 hospitalisations en soins normaux se sont ajoutées, 2 personnes dans les soins intensifs et les personnes décédées est stable. Il n'a pas changé. Ça veut dire, ce chiffre nous prouve que ces derniers jours, il y a toutefois une augmentation du nombre de nouvelles infections. Nous voyons, et le chiffre qui nous importe, la priorité, c'est que nous voulons tout faire pour que les soins puissent être garantis, que les hôpitaux fonctionnent. C'est bien entendu le cas avec 2 personnes en soins intensifs et 16 personnes dans les lits normaux. Ça veut dire les hospitalisations. D'abord, on a eu des cas des chiffres plus importants, mais ça ne veut pas dire que maintenant, il faut plus faire attention à l'augmentation des infections. Le nombre de lits en soins intensifs a augmenté à un moment, donc, puisque nous en avons appris lors de la crise, on a testé de plus en plus de personnes, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas penser qu'une augmentation est toutefois possible. Mais avant tout, il convient d'anticiper dans une crise. Anticiper pour ne pas avoir le sentiment d'un coup qu'on fait tout pour passer au-delà de ces chiffres. Tous les efforts que nous avons faits pendant des semaines, pendant des mois, on ne veut pas que ça ait été pour rien. Les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas alarmants. 2 personnes en soins intensifs, 16 personnes en soins normaux. Donc les chiffres sont normaux, mais on doit absolument éviter qu'on puisse avoir une situation qui dégénère dans les semaines à venir. On voit qu'aujourd'hui, il y a des situations quand les personnes se regroupent, il peut y avoir une évolution dans les chiffres. On voit qu'il y a des soirées qui sont organisées, que devant les cafés, là où il faut servir les gens à table, l'obligation n'est pas respectée. Ces 2 dernières semaines, la police a fait 440 contrôles et il y a 10 PV, des affaires qui vont aller en justice. Il y a quelques rave parties qui ont été interrompues également. Dans cette situation, le gouvernement n'est pas prêt à à limiter, à changer la limitation imposée à minuit. Nous avons constaté des choses, et ce n'est pas seulement moi. Là où il y a des règles qui sont respectées, là où on respecte les gestes barrières, il n'y a pas de problème, pas de gros problème en règle générale. Nous le voyons pour les commerces, pour les restaurants, pour les écoles, là où il y a beaucoup de gens qui se regroupent, où les règles sont respectées. Nous constatons, et on nous le montre noir sur blanc, qu'à différents endroits, dans les rues, où les gens sont ensemble, côte à côte, de manière très compacte, par exemple devant un café ou aux soirées, il n'y a aucun respect d'un geste barrière. C'est pour ça qu'en tant que Conseil du gouvernement, nous avons décidé qu'on va travailler sur un nouveau texte qui va en fait, pour ces règles qu'on a déterminées, événements de plus de 20 personnes, on ne va pas mettre des recommandations, mais bien des obligations. C'était accepté par le Conseil d'État.
En milieu privé, on ne voulait pas mettre de limites, mais le problème, c'est que c'est dû à dû à tout ce qui est fait sous l'étiquette privée, les gestes barrières ne sont plus respectés. Ça veut dire le souhait du gouvernement était dans le texte déposé de base qu'on allait en dessous de 20 personnes avoir des recommandations et au-delà de 20 personnes, privées ou publiques, se baser sur des textes légaux contraignants. Et donc ici, ça a été modifié et on va donc élaborer un nouveau texte où il y aura des obligations aussi au-delà de 20 personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas célébrer un anniversaire, un mariage, qu'on ne peut plus rien faire. Mais ce qu'on fait, ça doit être fait avec des règles, des tables de 10 personnes. Et si on se déplace, il faut mettre son masque. Aussi, si on a du contact direct, il faut arrêter de faire des soirées, des cocktails de 50 ou 100 personnes où l'on ne peut pas maintenir la distanciation sociale. Nous sommes arrivés à la conclusion que l'obligation des masques ne peut pas être changée dans les transports publics. Et je rappelle que dans les transports publics, c'est une obligation légale. Et on nous dit que de plus en plus de personnes ne mettent pas leur masque dans les transports publics. Et il n'est pas permis de monter dans un transport public sans masque. Nous pensons aussi que là où on accueille le public, le masque est également obligatoire. Nous avons constaté, et ça a été confirmé, que le masque est un geste supplémentaire qui a rapporté ses fruits. La première procédure de déconfinement en avril, nous avons toujours procédé par 15 jours pour annoncer de nouvelles mesures de déconfinement et il n'y a pas eu d'impact sur le nombre d'infections ici à Luxembourg. Nous voyons que là où les gestes barrières ne sont plus respectés, là où les gens ne se tiennent plus aux règles, on a un potentiel pour avoir de nouvelles infections. C'est pour ça que l'obligation de masque dans les transports publics et partout où on accueille du public, ce sera obligatoire. Ce matin, nous avons également décidé, parce que le gouvernement et pour ce tracing analogue qui est fait par la direction de la santé, on veut leur donner les moyens, plus de personnes à la santé pour organiser le tracing. C'est efficace, ça a rapporté des fruits, là, mais ils ont beaucoup de travail et c'est pour ça que nous avons décidé de leur donner le moyen pour faire leur travail correctement. C'est pour ça, en tant que conclusion, les chiffres ne sont pas alarmants, mais il faut faire attention. Il faut faire attention et respecter les règles, ce qui est dans l'intérêt de tout le monde. Nous voyons que les personnes qui sont infectées sont maintenant souvent des personnes plus jeunes, contrairement au début. Et je fais un appel à tout le monde, tous ceux qui sont infectés, qui rentrent chez eux, ils peuvent contaminer une autre personne. Et s'il y a une personne vulnérable qui se fait contaminer, vous savez quelles peuvent être les conséquences. C'est pour ça la confiance, c'est bien, c'est important. On ne pense pas qu'on peut tout contrôler. Chacun a sa responsabilité, mais là où s'est fixé des règles et qu'on remarque que les gens ne s'y tiennent pas, comme organiser des soirées, se rencontrer à 100, 200 dans des pièces confinées, l'un contre l'autre, sans possibilité de passer une rue, ça, ce n'est pas acceptable dans une période où la pandémie règne toujours. Un appel chaleureux. Nous souhaitons que pour le chiffre des infections, c'est OK, puisque le nombre de lits en soins de santé est bas, mais il ne faut pas penser qu'on n'est pas concerné. À la première conférence de presse, j'ai dit que chaque citoyen est une partie de la situation. Et quand on se tient aux règles et quand on ne se tient pas aux règles, on est une partie du problème.
mon appel. Pendant des semaines, pendant des mois, on a réussi à tenir ensemble, à être solidaires. Continuons à le faire. Madame Lennert. Merci. Il a été dit que nous commençons un nouveau moment. On avait longtemps des bons chiffres et ces derniers 15 jours, on est de nouveau éloigné de ce qui est devenu une nouvelle normalité. Donc, si continuellement, ça a augmenté le nombre d'infections. Le chiffre de 6, ce n'est pas alarmant, mais nous savons que les effets peuvent être décalés, sont décalés. Donc, il faut anticiper et agir avant que nous ne voyions une tendance confirmée d'augmentation de chiffres. Parce que nous savons que si la courbe remonte en flèche, nous savons ce qui va être le cas, ce qui se passe de manière déphasée dans les hôpitaux. Qu'on ne voit pas d'effet maintenant, c'est normal, parce que là où on en est maintenant, il n'y a encore pas beaucoup de personnes dans les hôpitaux parce que, vu en arrière, les chiffres étaient bas. L'effet est toujours déphasé. C'est pour ça qu'il faut anticiper, agir de manière anticipée. Ces dernières semaines, ça a augmenté par bond, 11, 22, 43, 46 nouvelles infections, etc. On peut voir qu'une tendance se dessine. Une tendance qui a commencé après les relâchements, on ne peut pas l'ignorer. On a analysé d'où proviennent ces nouvelles infections, quelles sont les raisons. On voit que les gens se sont affectés en privé, lors de fêtes, de soirées. Et de cela, ils ramènent l'infection là où ils travaillent, au boulot, etc. Je peux vous le dire, donc la raison, c'est pas l'origine, c'est pas le large scale testing. C'est pas pour ça qu'on a des faits. Sinon, on l'aurait reconnu plus tôt. On voit une corrélation avec les derniers relâchements. Et nous avons fait une analyse. Le testing à grande envergure ne représente que 10% des cas positifs, donc relativement peu, comparé aux tests normaux quand une personne est symptomatique. Le virus circule à nouveau, on le voit dans les résultats, dans les chiffres. Les cas symptomatiques augmentent. Ceux qui vont chez le médecin parce qu'ils ont des plaintes qui font croire que c'est le virus, c'est une majorité, ça a changé. Avant, c'était plutôt des gens positifs asymptomatiques. Maintenant, c'est changé. La majorité, c'est des cas symptomatiques et pas seulement les chiffres nous le disent. J'ai eu un nouveau résultat ce matin d'une étude très intéressante du LIST où on voit dans les stations de l'assainissement de l'eau qu'il y a de nouveau le virus. On a plus d'un indice qui montre que le virus est de nouveau en route. C'est normal, on est en plein déconfinement. Et personne n'avait l'illusion que lors d'un déconfinement, il ne puisse pas y avoir de nouveaux chiffres. Le virus est toujours là, mais il faut pas que ça dégénère. On peut vivre avec le virus, on a fait en sorte que c'est possible, mais il ne faut pas que ça dépasse les bornes. Donc, qui a été affecté ces derniers temps? D'abord, en une semaine, 146 nouvelles infections, c'est un chiffre considérable. On en a parlé beaucoup déjà, beaucoup d'articles. On a un cluster ou un événement qu'on a identifié où il y avait beaucoup de personnes. Il y avait 24 personnes qui se sont affectées là avec tous les contacts. Pour le reste, je dois dire, on n'a pas pu identifier d'autres clusters. C'est plutôt des cas isolés. Ce qu'on peut encore appeler un cluster, par exemple, c'est une entreprise où on avait 4 cas positifs, un 5e vient de s'ajouter. Mais ça, c'est facile à gérer. On a des contacts avec la société. Et alors, on peut limiter les cas. On a aussi une société plus grande où on a un cluster, 10 personnes infectées.
On retrace encore les contacts, on ne sait pas encore tout. Mais là aussi, pour vous dire d'où ça vient, c'est pas de l'intérieur de la société. C'est sur des soirées où ils étaient, des barbecues, des fêtes de famille qu'on a énumérées. Et c'est pas tout à fait sûr que une fête était liée à une autre. Ça illustre combien on peut vite ramener le virus de l'extérieur vers l'intérieur dans une entreprise. Dans les écoles, il y a certains cas, des cas isolés. Ce n'est pas notre cas le plus important, notre souci le plus important. On sait qui était dans la classe, donc on peut agir et on peut contenir l'effet. Il y a une école où il y a un mini-cluster, c'est 4 infections. Donc c'est encore gérable et ça ne doit pas nous effrayer. Parce que ces chiffres, tant qu'on a la maîtrise, qu'on peut retracer avec qui était en contact avec qui, on peut gérer la situation en isolant les personnes, en les mettant en quarantaine. Ensuite, nouvelles infections chez les testings à l'aéroport, une vingtaine pour les vols, 8 plus récemment, mais c'est pas trop alarmant, c'est quelques cas. On peut retracer bien tous les alentours, on regarde encore le tracing pour les derniers vols. Donc là, c'est encore gérable. On voit que le bon qu'on donne aux personnes, ils l'utilisent, le font directement sur place. Les gens jouent le jeu, ils ont intérêt, ils montrent de l'intérêt pour se faire tester. C'est un message, c'est encore un message positif. De notre côté, qu'est-ce qui est plus critique? On en a parlé, c'est le point faible. Aujourd'hui, on est à plus de 1000 contacts identifiés et ça vous montre combien ça peut aller vite au travail, où ça montre jusque 1000. Et derrière, il y a beaucoup de travail à faire. Du côté de l'inspection sanitaire pour voir avec les gens où étaient les contacts. Il y a une différence si on a à voir avec une personne infectée qui a une discipline, qui sait où elle était, avec qui. Si les gens savent avec qui elles étaient en contact, c'est facile, c'est vite réglé. On contacte les personnes, alors c'est OK. Là où ça devient difficile pour nous, c'est si les personnes ne savent pas où elles étaient, quand elles n'ont pas prêté attention. Ils étaient quelque part où il y avait beaucoup de monde, 50 personnes, 100, ils ne savent pas qui était là, ne savent plus où ils étaient en contact étroit. Là, c'est difficile et dangereux pour nous tous. Parce que là, on en vient à un endroit où on ne peut plus gérer où était le virus. On ne peut plus voir d'où venait le virus. On ne peut rien faire pour réagir. Les clusters potentiels qui n'en sont pas encore, je veux également les mentionner. On a une personne, un serveur était en contact avec une cinquantaine de personnes. On ne sait pas s'il y a des infections qui vont en sortir. C'est un exemple. Il y a aussi le cas d'un photographe qui avait pas mal de contacts qu'on n'a pas encore tracés. Ce sont des potentiels, des clusters potentiels, mais ce n'en est pas. Jusqu'à présent, il y a des cas isolés. Et on peut dire, sur une grande répartition géographique de certains cas, on constate une chose, c'est un manque de sensibilisation. C'est pour ça que pendant l'été, on va encore expliquer les gestes barrières pour que ce soit présent chez tout le monde. Parce que si les gens ne savent pas comment le virus se propage, alors ils ne peuvent pas se protéger. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a découvert. Il faut arriver à cet objectif. Pour ce qui est de la moyenne d'âge pour les nouvelles infections, c'est assez bas. La petite trentaine, des personnes jeunes. C'est pas vraiment une catégorie qui est vulnérable, mais dans les plus que 1000 contacts identifiés, il faut voir quelle sera la population à identifier. On ne l'a pas encore.
Donc ce travail, c'est assez important. C'est pour ça qu'une fois par semaine, on fait un rapport analytique des nouvelles infections parce qu'il nous faut le temps pour faire le travail, téléphoner, délimiter les tendances. Au niveau des hospitalisations, vous avez vu ces 2 derniers jours, ça commence à remonter légèrement, plus 5. Et il faut donc garder cette augmentation à l'œil. La conclusion de notre côté est claire. Cela nous confirme dans notre analyse de début juin. Au travail, ce n'est pas un problème. À l'école, ce n'est pas un problème. C'est dans le contexte privé que ça devient dangereux. On l'avait anticipé. Les pas que nous avons entrepris, c'était les premiers pas dans le monde du travail. Ça a bien fonctionné. Là où c'est organisé, ça fonctionne bien. Les entreprises nous soutiennent, font montre de discipline. Et depuis le début juin, on a commencé à assouplir dans le privé et là, on reconnaît de nouvelles infections. C'est bien que l'hypothèse qu'on avait, c'est bien là où il y a le plus grand risque qui se confirme. Ce n'est pas seulement une supposition, mais c'est quelque chose qui se vérifie sur ces derniers temps. Nous pensons que les restrictions doivent être maintenues là où il y a le plus grand risque, pas pour le reste. Il ne faut pas imposer des restrictions qui ont prouvé que ce n'était pas nécessaire. Par exemple, l'organisation dans le monde du travail. On a un projet de loi dans le tiroir, si nécessaire, s'il faut aller vers des restrictions plus fortes, mais pour l'instant, ça fonctionne bien avec des recommandations. En général, tout ce qui est bien organisé, association, commune, où il y a un organisateur, ça marche bien. Mais comme Xavier Bettel l'a dit déjà, là où il n'y a pas vraiment de contrôle dans le secteur privé, c'est là qu'on doit constater que les gens n'observent pas les règles comme ça devrait l'être. Parce qu'on est toujours dans des temps dangereux au milieu du déconfinement. Et c'est un moment où il faut prêter attention. Si chacun est confiné à la maison, c'est simple, mais dès qu'on est dans la normalité, on est mis au défi de faire attention à nous et aux autres. Nous continuons de maintenir notre stratégie de test. Une deuxième stratégie de test a été confirmée. Les testings à large échelle vont être continués après la première phase. Les bilans de la première phase et 15% de la population ont été testés. Une prévalence basse. Dans la deuxième phase, on va maintenir ces capacités de test, mais pour agir de manière plus objective, plus ciblée, on voit qu'on est dans les pays où on teste beaucoup. Là, on a moins de décès. C'est une corrélation qui existe. Les pays qui investissent dans des testings ont moins de décès à déplorer. En tout, depuis février, 191 000 tests dans ce pays, 115 étaient le test à grande échelle. J'avais dit, donc c'est pas cette source-là qui nous a amené les infections positives, les infections. 24% des personnes qui ont été invitées ont participé, un quart. Ça pourrait être plus. C'est pour ça qu'on lance encore des campagnes. Faites-vous tester, ça vaut la peine, ça nous aide à faire du monitoring. Et nous travaillons pour faire en sorte de faire les inscriptions plus faciles. On entend dire que c'est un peu difficile, mais on y travaille. L'orientation pour notre stratégie de test, ça va venir vers le mois d'août. 4 grands axes qu'on poursuivra. D'abord, les groupes critiques. Qu'est-ce que c'est ? Les personnes vulnérables, les professions particulièrement exposées, professions de la santé, on va les identifier.
Et ce premier axe va être testé régulièrement. Puis, nous avons le ciblage des personnes qui entrent dans le pays. C'est le projet qui a commencé à l'aéroport, au Findel. Ça va continuer. On va peut-être encore l'élargir à d'autres endroits. Une stratégie de test simple pour les gens qui reviennent de l'extérieur, de l'étranger. Et puis, il y a encore le troisième test. C'est la continuation de l'étude Convene, c'est du large-scale testing. On va répartir la population en petits groupes et travailler à tester les petits groupes, des échantillons, pour avoir un aperçu général sur les infections dans la population. Donc, c'est un test par échantillon. Nous n'avons pas de présence haute, élevée de cas, donc ça ne ferait pas de sens de tester à grande échelle maintenant. Il y aura des périodes où on aura besoin de plus de matériel de testing, quand les gens reviendront de vacances. Il faut se préparer à ce moment de pouvoir tester davantage. Et le quatrième axe, c'est l'axe cluster d'urgence, faire ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Quand dans une société, dans un contexte, comme dans une école, il y a un problème, il y a de nouvelles infections, pour qu'on puisse réagir immédiatement partout, le plus vite possible, pour couper la chaîne d'infection. En parallèle, nous travaillons toujours à faire en sorte de tester les nouveaux produits sur le marché, plus performants. Ça se fait dans les coulisses. Dès qu'on identifie un produit plus performant, on va l'acheter. Parce qu'on sait que les tests qui existent maintenant ne sont pas les plus agréables. Donc, il y aura peut-être des changements dans un avenir proche. On arrive à gérer la réalité si tout le monde gère la situation. Donc, nous pouvons accompagner par des tests, par le traçage, par l'isolation des cas identifiés, qui sont des multiplicateurs potentiels. Ce qui est important, c'est que le tout puisse être géré. C'est une question de quantité. Si j'ai par exemple 25 cas et les gens savent très bien qui ils ont vu pendant cette période d'infection, alors c'est facile à gérer. Mais si alors tout le monde, si on se souvient plus qui on a vu, qui on n'a pas vu, alors ça devient vite ingérable. Et c'est en relation avec ce qu'on peut livrer par derrière. Donc, nous investissons dans ces tests, dans le personnel, les services existent. Maintenant, la balle est dans le camp de chacun pour faire en sorte qu'on garde le contrôle pour que tout puisse rester gérable. Le quotidien, l'état de crise est terminé. Ce que vous recommandez maintenant, c'est faire un pas en arrière. Ça va être déposé dans la chambre où ça a été fait. Qu'est-ce que pensez-vous que le Conseil d'État va l'accepter ou que pouvez-vous dire? L'état de crise, c'est un état qui ne doit pas être permanent. Les institutions doivent fonctionner. La Chambre a dit qu'ils vont travailler et transposer ces textes le plus rapidement. Mais nous travaillons toujours sur des textes et voulons les déposer dans les plus brefs délais. L'évolution qu'on a aujourd'hui, il est important que le Conseil d'État comprend que s'ils font une opposition formelle, on ne pourra pas faire ce texte. Donc je demande vraiment, je compte sur le Conseil d'État pour que rapidement on puisse mettre en route ces mesures. C'était nos idées de départ. Nous voyons qu'il y a certaines choses qui doivent être traitées de manière raisonnable. On ne veut pas dire
vous ne pouvez pas accueillir des gens. On dit juste, n'allez pas au-delà d'un certain nombre. C'est une question de responsabilité. Et par ce texte d'au-delà de 20 personnes, on peut éviter qu'il y ait des grosses soirées où 200-300 personnes fêtent ensemble. C'est sur les médias sociaux et c'est très risqué. Je sais qu'on aime célébrer, mais ici, si on ne maintient pas les règles, alors ça fait, c'est une question de manque de solidarité. Nous ne voulons pas que ces mesures persistent pendant une éternité. Nous aussi, nous apprécions le contact les uns avec les autres, mais il faut se donner soi-même ces restrictions. Rapidement, le texte sera déposé, je l'espère, et j'espère que le Conseil d'État donnera un avis rapidement. Donc, c'était plus facile avant. Deuxième question à Madame Lennert. En Belgique, pays plus grand, on voit sur une semaine 84 cas. Luxembourg, vous dites que ce n'est pas inquiétant, mais si on regarde ceci par rapport à un grand pays, est-ce que les chiffres à Luxembourg ne sont pas relativement importants? On ne peut pas cacher que nos chiffres ne sont pas tranquillisants. Tout dépend comment la tendance va se confirmer. Il y a une tendance récente sur une semaine. Si ça se stabilise, ce n'est pas un problème. Mais si ça augmente, alors on va avoir un problème. On ne peut pas le nier. Tagblatt, combien de personnes s'occupent du tracing? Combien cela va être? Vous ne pouvez pas recourir à la réserve nationale. Est-ce que vous n'êtes pas assez préparé peut-être pour le tracing? Si on est bien préparé, on a une série de lignes de réserve avec des gens qui voulaient le faire. Ils sont en train d'être formés. Je pense que c'est déjà la 3e ligne qui est activée. Ça va augmenter. Pour le moment, on veut aller jusqu'à 100 personnes qui peuvent rapidement être opérationnelles. Deuxième question. Aux USA, là, il y a le médicament Remdesivir qui va être acheté, qui a été acheté. Est-ce que le Luxembourg a des réserves? Comment peut-on avoir ce médicament qui s'est prouvé efficace? Comment on peut l'avoir? Je dois regarder si j'aperçois le docteur Schmidt. Monsieur ne parle pas dans le micro. Je ne comprends pas. Les États-Unis veulent apparemment acheter pas mal de stocks. Donc ça ne va pas sortir des États-Unis. Donc apparemment, on n'a pas de nouvelles qui diraient que ce qu'on a prévu serait compromis. Dernière question. Dans certains pays européens, il y a des personnes infectées et apparemment les Luxembourgeois ne pourraient plus voyager dans ces pays. Je pense notamment aux États baltes. Il y a certains éléments. S'il y a des pays qui ne testent pas du tout, alors il y a 0 infection. Alors si on dit alors on ne fait pas de test, vous pouvez venir. Si on teste beaucoup, il faut regarder le ratio. On est en dessous d'1%. On a fait les tests, je vous l'ai dit, 5960 tests ont été faits, dont 46 sont positifs. Il y a d'autres tests, bien sûr, mais ici, si une demande allait venir d'un autre pays, on aurait une explication. Ici, la situation est différente que dans les pays où il n'y a pas de test.
Question à Madame Lennert de 100,7 Radio. Pouvez-vous nous donner des détails sur l'après 27 juillet? C'est en préparation, on a fait le bilan. Cette souscription va être faite pour que pour la deuxième phase qu'on a déterminée aujourd'hui, on va la déployer fin août. Combien de temps elle durera cette deuxième phase? On se donne un peu de temps, on fait le nécessaire pour être couvert jusqu'en février. On le planifie pour le moment. On identifie différentes phases pour voir quand il y a un risque plus élevé, peut-être pendant les vacances scolaires, quand les gens voyagent, il y aura plus de cas, les vacances aussi. Donc nous avons planifié jusqu'à février. Quelles sont les capacités maximales par jour, par semaine? On s'est basé sur ce qui est ressorti des dernières expériences d'université. 53 000 par semaine, c'est une moyenne que nous utilisons pour planifier. Ça dépend évidemment s'il y a beaucoup de clusters ou pas, comment la prévalence évalue. Difficile à dire quelle sera la tendance d'ici un mois. L'ouverture des crèches pour l'avenir, vous avez déjà pris une décision? Oui. Ce matin, ça a été pris, cette décision a été prise. Qu'est-ce qui a été défini? Plus de normalité. Je pense qu'on communiquera en détail à ce sujet. Il y avait un échange avec la direction de la santé pour voir comment faire pour arriver vers une normalité dans les crèches. Le ministre de l'Éducation va réagir la semaine prochaine. Reporter de LU, vous avez dit, madame, que la capacité du tracing a été descendue à 100 personnes. Combien de personnes avaient pu retracer? C'est difficile à dire par une formule mathématique. Ça dépend combien on téléphone, on contacte des personnes. Si vous avez beaucoup de gens qui savent exactement où ils étaient, c'est rapide. Mais il y a des gens avec lesquels on est 2 heures au téléphone. On arrive à le gérer, on fait de la navigation à vue. Et d'autre part, ça peut être hypothétique, c'est individuel. Le texte sur lequel nous travaillons, il prévoit que le directeur de la direction de la santé puisse avoir plus de personnel employé pour faire ce travail. On regarde pour pouvoir donner davantage de ressources. Ça fonctionne pour le moment, mais on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On doit le préparer. Navigation à vue, vous dites, donc d'où viennent ces 60 personnes qu'on pourrait retracer? Monsieur Schmitt a dit on peut retracer pour le moment 60 personnes. C'est une directive qu'on se donne. Dans la pratique, c'est différent. On en apprend toutes les semaines sur la manière de procéder. Si on a un grand cluster où le tracing est difficile, alors ça occupe beaucoup de personnes. Ça peut changer d'une semaine à l'autre. On peut alors avoir plus de personnes, mais qui ont une vue claire de ce qu'ils ont fait. On planifie en fonction des besoins. On peut rajouter vite des ressources. C'est quand même planifié aussi, c'est pas que de la navigation à vue. On identifie au fur et à mesure des personnes qui peuvent nous aider. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des personnes qui n'auront rien à faire. Donc nous ajoutons des ressources en fonction des besoins. Et nous nous y préparons pas à pas.
on prévoit qui on va engager dans les semaines à venir. On forme les gens, bien sûr. Nous sommes vraiment dans un bon roulement ici pour bien avancer. Et on va se donner de plus en plus de marge pour avoir des ressources possibles. Et on va faire les contrats avec des personnes. Donc ça devrait être faisable. Une question encore. S'il y a des groupements de plus de personnes, vous avez dit que ça deviendrait contraignant. Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Est-ce que ce sont les mêmes qui étaient prévues dans le premier projet? Le texte n'est pas finalisé. Dans les prochains jours, prochaines heures, ça va être finalisé, ça dépend de la santé. Le but est qu'en cas de non-respect, il y ait des sanctions. Par exemple, si vous prenez un café, je vous ai donné un exemple. Un café a un service à table, ce qui veut dire le cafetier ne doit pas donner une boisson à quelqu'un qui est debout. On doit voir quelles sont les mesures. Maintenant, j'ai parlé avec des responsables de communes. Quand les gens ne s'y tiennent pas, alors ce serait possible qu'une personne de la commune enlève une autorisation pour avoir une terrasse à un cafetier. Et si les règles ne devaient pas être respectées, on pourrait aller jusqu'à une fermeture. Mais ça, ce n'est pas le but d'arriver à une fermeture. Le but est de respecter les règles. Je l'avais déjà dit auparavant. Nous ne voulons pas un état de délation, un état où tout est contrôlé parce que personne ne se tient aux règles. C'est une affaire de responsabilité personnelle. Si un café sert plus de bière aujourd'hui que la semaine prochaine, donc, et si le café doit fermer après, donc il vaut mieux qu'il serve un peu moins maintenant et qu'il ne ferme pas après. C'est l'intérêt de chacun de se tenir aux règles existantes. Je pensais plus aux personnes dans le privé. On a eu des gens, je vous dis, qui ont dit cette soirée est privée et là, il n'y a pas de limite. En privé, on peut faire ce qu'on veut. C'est dans les règles. Il y a des gens qui nous prétendent ça. Et ça s'est passé dans un bistrot aussi. Ça s'est passé ici ces derniers jours et les dernières semaines. Et c'est tout à fait irresponsable. Et celui qui ne s'y tient pas doit être sanctionné, que ce soit l'organisateur, celui qui fait une erreur et le sait. Ce n'est pas notre souhait. Mais s'il faut arriver à des sanctions, la police va faire son travail. Nous ne voulons pas être dans un état de délation où on dit mon voisin a 23 personnes, mais celui qui a 50 personnes à la maison, il doit faire en sorte de faire respecter les règles. Et tout ça, ce n'est pas pour embêter l'organisateur, mais il s'agit de la sécurité, de la qualité de vie des personnes. Dans les semaines passées, et le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes présentes, s'il vous plaît. Je crois que Madame la Ministre a répondu. Le plus gros cluster qu'on a eu, c'était une... Le plus grand cluster, c'était une soirée, 24 personnes sur une soirée. Vous imaginez, quand je vous ai dit auparavant que ce n'est pas pour rien que je cite ce cas, 24 personnes dans une même soirée. Madame Lennert a dit, sinon il n'y a pas de grand cluster. Celui-ci, c'est le plus important. Sinon, on a des cas isolés. Madame l'a dit auparavant. Il y a aussi un
plus grand cluster dans une société où on a 10 infections, mais tous peuvent être retracés à des fêtes privées où les gens se sont infectés. Sinon, c'est que des cas isolés. Dans les écoles aussi, c'est en général des cas isolés. Dans un établissement, on en a 4. Donc, tout à fait, on n'a pas des clusters à la chaîne. Mais pourtant, les chiffres augmentent parce qu'il y a toujours ce dénominateur commun qu'en privé, les gens ne prennent plus les mêmes précautions que dans la période précédente. Je voulais savoir, donc vous comptez renforcer les moyens pour le traçage analogue. Qu'en est-il du traçage digital? Est-ce que c'est toujours pas d'actualité? Ça n'a pas changé depuis hier dans mes notes. Pouvez-vous préciser? Non, pas chez nous. Je pense qu'une chose ne remplace pas l'autre. Notre tracing est beaucoup plus ciblé. On peut atteindre des gens qui ne sont pas sensibilisés. Une app, vous savez, oui, le jour où il y aura une solution européenne, ça pourra être intéressant, mais ce sera un plus. Je ne vois pas la valeur ajoutée directe, parce que les gens qui sont sensibilisés, ils se tiennent aux règles. Celui qui fait une application, qui met les données, c'est une personne qui a compris les données. Les personnes qui sont problématiques, ce sont des gens qui sont plutôt pas sensibilisés. Et on n'arrive que à ces personnes-là par le tracing manuel, en les identifiant, en regardant qui était leur environnement, avec qui ils étaient en contact. Et par contact direct, on peut faire un travail de prévention et ça ne peut être remplacé par aucune application du monde. C'est tout à fait différent. Donc cette promptitude qu'ont les autres pays pour faire une app, ça n'est pas donné ici. Je vous remercie.